Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Lézard, la ceinture fléchée, une mine d'histoire. Olivier Croteau sort un nouveau roman. On rencontre le groupe Oui Merci. Bonsoir et bienvenue à Lézard. La ceinture fléchée fait partie de notre histoire québécoise et c'est d'ailleurs dans l'Anaudière qu'on retrouve la seule association au Québec. Son président est avec nous. Bonsoir, Philippe Murphy. Bonsoir. Très contente de vous accueillir ce soir à Lézard parce qu'on en parlait, ça fait vraiment partie de notre patrimoine. Mais malheureusement, on est la seule, en fait, vous faites partie de la seule association qu'il y a au Québec. Absolument. Oui, la seule qui a survécu dans l'Anaudière. C'est pas surprenant, c'est à l'Anaudière que la ceinture fléchée est née. C'est là qu'elle a connu ses jours de gloire. Fait que c'est sûr que la fierté de garder la ceinture vivante dans l'Anaudière a fait en sorte que l'association a survécu aussi. Comment on se sent ou quel est notre rôle en tant que président quand on fait partie de la seule association? Bien, le rôle du président, c'est d'amener du support aux membres, c'est de faire en sorte que les membres aient une voix pour justement que cette transmission-là puisse continuer. Et les membres font des ceintures fléchées comme ça régulièrement? La majorité. Oui, la majorité de nos membres, c'est des artisans, des artisanes qui travaillent pour faire des ceintures, des grandes ceintures. Il y a beaucoup de monde au Québec qui ont appris à flécher, mais qui vont arrêter après avoir fait une petite pièce d'études. Des gens qui vont faire une grande ceinture, on est très, très peu au Québec. Je peux les compter sur les doigts des deux mains. Puis combien vous avez de membres à l'association? Présentement, il y a 40 membres. OK. Oui. Puis est-ce que vous participez à différents événements, je ne sais pas, des festivals ou entre autres le Festival de Québec, là, le Carnaval de Québec? Est-ce que vous y allez? Ou... On n'y va pas, non, mais il y a une belle délégation de flécheuses à Québec, dont Mme Michelin, qui est très active à Québec, et puis ses élèves à elle. Donc, oui, l'association n'est pas tant active à Québec, mais dans l'Anaudière, on va être présent. Moi, j'ai fait moi-même à Terrebonne, j'ai fait des démonstrations. On va être présent à l'Assomption pour l'Expo Art et Artisanat qui s'en vient au mois de novembre. Donc, oui, on essaie là, de se placer un petit peu partout pour faire des démonstrations pour que les gens aient l'opportunité de voir ces pièces-là, d'y toucher puis de comprendre comment c'est fait. Bien, c'est vraiment fascinant puis elles sont magnifiques. Ça, c'est vous qui les avez faites? Absolument, oui. Là, j'ai presque peur de vous demander combien d'heures ça peut prendre parce que j'imagine que c'est très long. C'est très, très long. Il y a beaucoup d'étapes. On commence avec... On achète de la laine, premièrement, qu'il faut retordre au rouet. Donc, on va aller augmenter la torsion en passant la laine dans un rouet. Donc, juste avant de flécher, on a des heures et des heures de travail pour avoir une fibre qui est de la bonne texture pour flécher. Puis après ça, on va tresser. Puis évidemment, plus la pièce est longue, plus la pièce est large, plus c'est long. Puis après ça, il y a de la finition. Donc, une ceinture, je dirais, de taille régulière qui serait 6 pouces de large par 6 pieds de long. Comme celle-là? Comme celle-là ici. OK, donc, mon Dieu, celle-là, c'est quand même grand. Oui. Donc, une pièce qui... Pour quelqu'un qui a une taille normale, qui est capable de porter la ceinture 2 fois autour de la taille. Donc là, il y a à peu près 250 heures de travail dans une pièce comme celle-là. Puis là, évidemment, bien, plus ça augmente, plus c'est long. Cette pièce-ci que j'ai faite pour ma taille à moi, qui fait 8 pouces de large et puis 100 pouces de tressage. Celle-là, il y a 350 heures de travail dans celle-là. Oh my God! Là, si je vais avec un fil plus fin, mais là, c'est encore plus long parce qu'il y a plus de fils dans ma pièce. OK. Donc c'est ça. Vous êtes patient, là. Ah oui. Plus que moi. J'aime dire que je suis patient, mais surtout, je suis persévérant. Persévérant et minutieux aussi. Oui, j'imagine que c'est les grandes qualités que ça prend. On peut pas faire une ceinture fléchée du jour au lendemain. Ah, c'est clair. Même moi, je fais ça à temps perdu. Donc, si je m'arrête pour penser que quand je commence une ceinture, j'ai 350 heures de travail devant moi, c'est ça, il faut passer à travers cette première étape-là de, bon, j'accepte que je vais faire ce travail-là, je vais en faire à temps perdu, puis éventuellement, bien, je vais avoir un résultat au bout. Mais ça doit être hyper gratifiant un coup qu'on termine une ceinture fléchée puis qu'on la trouve vraiment à notre goût, j'imagine.
Parce que là, j'ai presque le goût de vous demander, c'est clairement pas comme du tricot ou du crochet où on peut défaire des nœuds puis recommencer? Oui, on peut défaire, mais défaire, c'est aussi long que faire. Ah ouais? Oui, parce qu'il faut faire le même geste qu'on fait. Donc, on va tresser nos fils pour avancer la pièce. Okay. Puis si on fait une erreur, il faut détresser en reculant. Donc, moi, c'est là que j'abandonne. C'est rien, ça. Ouais. Quand on flèche, moi, habituellement, je suis accroché, ma pièce est accrochée en avant sur une pôle à rideau, puis en arrière sur une poignée de porte. Je travaille debout avec tous mes fils dans les mains. Puis quand je vais flécher, tout mon tressage, je vais pour dégager de la place pour mes mains, je vais le brosser vers en arrière. Mais toute cette laine-là fait une espèce de nœud derrière mes mains. Je comprends. Donc, quand je fais 3 ou 4 motifs, à un moment donné, j'ai plus de place pour flécher. Je suis obligé d'arrêter puis démêler mon gros nœud en arrière. Mon Dieu, OK, c'est des heures, oui, de dur travail. Donc, un peu pour ça, peut-être qu'il n'y a pas tant de monde qui flèche depuis quelques années? C'est sûr que quand on dit aux gens ça prend 300 heures, il y en a beaucoup qui disent comme « Ah, bien, j'aurais jamais le temps de faire ça » ou « J'aurais jamais la patience ou la persévérance de faire ça. » C'est sûr aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'intérêt de posséder une ceinture fléchée. Mais quand on pense que c'est notre seul vêtement traditionnel, ça fait partie du patrimoine québécois, il y a quand même assez de gens qui trouvent que c'est assez important de perpétuer cette tradition-là. Puis vous, comment ça a commencé, cette passion-là? Quel âge vous aviez? Qui vous l'a Moi, inculqué? J'étais adulte. Oui. Moi, j'ai commencé, sans vouloir faire une longue histoire, j'étais musicien pour une troupe de danse folklorique. Les danseurs portaient une ceinture fléchée quand ils dansaient sur la scène. Et puis, en parlant avec le directeur artistique, M. Parent, il m'a expliqué que si ce n'était pas de quelques passeurs de tradition, quelques femmes dans la Naudière au début des années 1900 qui ont continué à faire de la ceinture fléchée, il n'y en aurait pas du tout. On aurait perdu complètement ce savoir-là. Donc, et tout ce qui en découle, donc les troupes de danse folklorique ou oui, bien, c'est ça. autres festivals. Donc, j'ai comme compris qu'en plus d'avoir une attirance pour le fléché, qui est un bel objet, qui est un objet qui a une valeur patrimoniale. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait probablement comme un devoir de au moins essayer d'en faire, puis d'essayer de, au moins, si moi je l'apprends, je peux l'enseigner à quelqu'un d'autre, puis il y a une transmission qui va se faire éventuellement. Ah, wow! C'est comme ça que ça a commencé, là, il y a environ 10 ans. Ah, je trouve ça vraiment chouette. Puis vous ne faites pas que de la ceinture, parce que là, je vois votre nœud papillon. Absolument. C'est vraiment mignon. Puis, dans le fond, on pourrait faire à peu près n'importe quoi. Quand vous me dites qu'on peut tresser, vous pourriez faire une veste ou... Oui, on pourrait faire des bretelles, on pourrait faire une cravate, on pourrait faire une sangle pour une guitare ou pour un sac. Ah oui, j'avoue. Mon Dieu, est-ce que vous avez des demandes spéciales des fois? Peut-être que les gens à la maison vont vous écrire pour ça dans les prochaines semaines. Oui, bien en fait, là, je commence un projet là, pour un ami qui voulait avoir une sangle pour son sac. Donc, ça s'en vient. Ah, c'est cool. Sinon, je fais beaucoup d'écharpes. J'ai beaucoup d'écharpes parce que c'est plus facile de porter une écharpe que de trouver une occasion pour porter une grande ceinture. Donc, une écharpe, l'hiver, ça fait un bel éclat de couleur dans le cou. Quand il fait gris puis qu'on porte un manteau noir, le fléché vient vraiment égayer tout ça. Puis en même temps, on conserve un peu notre patrimoine sur soi. C'est fun. C'est un beau cadeau à offrir aussi. Absolument. Pourquoi pas? Donc, si les gens veulent vous contacter, il y a site Internet, réseaux sociaux, des événements à venir aussi où on peut aller vous voir? Absolument. Comme je disais, oui, l'Expo Artisanat qui va se passer à l'Assomption à la mi-novembre. On va être aussi à Saint-Damien le 29 septembre. Donc, il y a une fête au village où on va participer. Et puis, après ça, bien, pour nous rejoindre, il y a le site web de l'Association des artisans de ceinture fléchée de la Naudière. On a aussi une page Facebook. Et puis, sur notre site web, vous pouvez communiquer directement avec les différents artisans si jamais vous avez une demande spéciale. Génial. Est-ce que vous faites parfois dans les écoles comment on appelle ça, des présentations où vous expliquez aux jeunes un peu ce que c'est ce métier-là puis de où ça part la ceinture fléchée?
C'est arrivé par le passé. OK. Là, cette année, moins. Fait que s'il y a des écoles qui seraient intéressées à vous avoir Absolument. comme animateur, ça pourrait être une belle option. Oui, on a plein C'est d'artisans le fun. qui sont dévoués et puis passionnés là, qui pourraient venir expliquer ça. Génial. Puis Philippe, avant qu'on commence l'entrevue, vous m'aviez dit qu'il y avait plein de mythes entourant la ceinture fléchée. Si je vous en demande un ou deux juste pour conclure l'entrevue. Moi, mon mythe préféré, c'est que la ceinture fléchée, c'était un objet utilitaire du quotidien. Les OK. coureurs des bois portaient ça. Oui, c'est pour- vrai que dans des films, on voit ça. Oui, ils mettaient ça autour de leur corps parce que c'est comme une ceinture d'haltérophile. Ça tient le dos puis tout ça. La Non. ceinture fléchée, ce que c'est devenu, ce qu'on connaît comme la ceinture fléchée de l'Assomption, c'est un objet de luxe que les gens OK. portaient comme un symbole de statut social. OK. Donc, il n'était pas question d'attacher un ballot de fourrure. Il n'était pas question Comme dans Les filles de Caleb, par exemple. Il n'était pas question d'utiliser, couper puis d'utiliser une section Ouais. pour faire un pansement. Non, ça avait mon beaucoup Dieu. trop de valeur. OK, oui, je comprends. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. C'était passionnant. Puis je vais souhaiter longue vie à l'association, puis à vous aussi. C'est vraiment une super belle passion, mais surtout un travail qui est remarquable. C'est gentil, merci. On fait une courte pause et au retour, notre collaboratrice Mélanie Boisvert s'entretient avec les membres du groupe Oui Merci. Il est composé de jeunes musiciens de la région qui se distinguent par leur son rock et des textes profondément ancrés dans leur vécu et leurs émotions. Restez là. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Je suis présentement sur le site de l'Octo de Repentigny et j'ai le bonheur de m'entretenir avec le groupe Oui Merci. Alors, oui, il pleut, mais le soleil est dans notre cœur. J'ai trouvé une fleur qui me fait penser à toi. Je l'ai cueillie, je voulais te l'offrir, mais j'ai eu peur. Donc, la pluie fait en sorte qu'on a le privilège de se retrouver dans la loge du groupe Oui Merci. Et je suis en compagnie de Marc-Antoine et Mathilde. Bonjour. Salut! Donc, voulez-vous me parler un petit peu de votre band, d'où vous venez, comment c'est venu, quel est le lien entre vous cinq, dans le fond? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? On vient de Repentigny et l'Assomption. On s'est connus à la naissance pour certains, au secondaire pour d'autres, au cégep. Fait que les études en musique nous ont pas mal rassemblés. Puis comment tu décrirais notre style de musique? Le style de musique, on dit souvent que c'est comme du indie rock, rock alternatif. C'est un peu difficile à classifier des fois. Il y a un peu de folk. Ouais. C'est... Mais rock indépendant. Comment c'est venu le nom du band? Comment vous l'avez choisi? Ah, mon Dieu. Le nom du band, c'est parce que c'est full niaiseux, là. C'est toujours vraiment difficile là, de trouver un nom de band. C'est juste parce que j'avais un chandail que j'avais acheté au Renaissance, puis c'était écrit « Oui, merci » dessus. Puis ça faisait toujours parler, là, les gens, là, ça provoquait toujours des conversations. Là. C'est comme, chaque fois que je portais ce chandail-là, les gens me regardaient et disaient « Oui, merci, oui, merci ». Puis là, quand il est venu le temps de choisir un nom de band, on a juste pensé à ça, puis on s'est dit, on avait comme envie d'un nom qui sonnait positif, puis amical. Puis... Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier que vous aimez aborder dans vos textes ou dans la musique? Ça a l'air d'une question piège. Dans les mais- textes, clairement que l'amour au sens large est beaucoup là. Les relations entre les personnes, entre les amis, entre les relations amoureuses. Il y a vraiment beaucoup ça.
Là, je parle pour les textes que j'écris pas, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça, tu les écris pas, mais en même temps, on sait tous très bien de quoi les chansons parlent, là, souvent. Parce que avant d'être un groupe de musique, on est amis ensemble. On a formé le groupe parce que on se tenait tout le temps ensemble, puis la seule raison pourquoi on n'avait pas encore de groupe ensemble, c'est parce qu'on n'avait pas le temps. Puis à un moment donné, le temps est arrivé, puis on s'est dit « Hey, là, on fait un groupe ensemble, on a comme juste tout envie d'être ensemble. Faisons-le. » Puis l'avantage dans ça, c'est que c'est un peu moins intimidant de montrer ses compositions parce que je montre ma tune full intime qui parle de ma dernière rupture, puis Marc, il sait déjà de quoi ça parle. Oui, c'est tes amis qui t'aiment pour vrai, qui sont bienveillants, donc... Oui, exact. Puis il a déjà entendu parler de cette péripétie-là, là, il sait de quoi ça parle, puis... Ouais, c'est ça qui est l'avantage de tout ça. Ah, c'est bon. Puis, hey, j'ai visionné vos clips Ah, aussi. D'ailleurs, c'est la voiture de course. Ouais! L'esthétique vintage me parlait beaucoup. J'avais l'impression que c'était mon enfance. le téléphone. Le téléphone Fisher-Price. Oui. Mais est-ce que vous participez aussi à l'élaboration de vos clips? Ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend? Ça dépend lesquels. Un peu juste parce qu'on on n'a pas de label, on n'a pas énormément de budget là, pour la production visuelle. Fait que c'est sûr qu'on participe un peu, on travaille souvent. Mettons, le clip de voiture de course, c'est Marc-André Dupol qui l'a réalisé et filmé et monté. Quasiment tout fait, là. Fait que... Je pense que c'est le clip qu'on a le moins participé. Okay. Comme quelqu'un nous avait vraiment pris en charge. Ouais. Okay. Marc-André est vraiment comme tout fait, là. Puis ça a été tourné dans le sous-sol chez mes grands-parents. Parle-moi de ta voiture de course. Est-ce que nous si vite les jours où tu te pousses? J'ai rasé mes cheveux. Les verras-tu avant qu'ils ne repoussent? Qu'est-ce que vous souhaitez, dans le fond, pour les prochaines années ou la prochaine année? Ou c'est trop long de dire 5 ans, mettons? Ben, comme souhait, je pense que là, on s'enligne dans la création puis l'enregistrement d'un album prochainement, disons. Le deuxième album, oui. Dans les prochains mois, au début de l'année prochaine, possiblement. Ouais. Notre souhait, c'est que ça se passe bien. Oui, notre souhait, ce serait d'arriver à enregistrer un album cet hiver ou ce printemps, je pense. Ouais. Puis après ça, l'été prochain, de continuer de faire des spectacles pour promouvoir notre album qu'on a sorti à l'automne, OK Bye Bye. Les gens qui veulent vous découvrir, avez-vous des dates de spectacle où on pourrait les inviter? Là, tu as parlé de vinyle tantôt. Êtes-vous plus en format vinyle? On a tous les plateformes. Oui. Vous pouvez nous trouver sur Internet, ouimerciband.com. Donc, une très belle rencontre avec le groupe Oui Merci. Je remercie d'ailleurs Marc-Antoine et Mathilde pour le temps qu'ils m'ont consacré. Une belle découverte pour moi, puis je vous encourage à faire de même, à aller découvrir leur matériel. Et comme ils diraient, OK, bye-bye. Les 27, 28 et 29 septembre 2024 auront lieu les Journées de la culture. Il s'agit de journées où vous êtes conviés à participer à des activités artistiques et culturelles gratuites. D'ailleurs, TVRM y participera. Une belle occasion de vous imprégner de la culture d'ici. Nous allons passer un petit moment avec Olivier Croteau, un auteur de chez nous, pour nous parler de son dernier roman, Amniotique, mais aussi de son projet tout spécial, un livre-jeu de la série Destin. Olivier Croteau, bonjour. Allô, salut. Tu as écrit beaucoup de science-fiction. En fait, c'est vraiment un univers parallèle. Par contre, il y a des livres aussi qui ont été écrits plus romans, mais il y a toujours un aspect très psychologique, très psyché, spiritualité, en tout cas. C'est des termes, c'est exactement des bons termes pour définir, je dirais, l'espèce de spectre de thèmes et de genres que j'aime aborder. J'adore les histoires qui ne donnent pas juste une réponse, mais qui poussent vraiment à réflexion. Puis j'aime le volet analyse et l'interprétation. Puis il y a beaucoup de mes derniers romans, c'était beaucoup ça. Je frôlais l'horreur avec du paranormal, avec justement mon plus récent roman, Amniotique, qui est
et qui serait catégorisé science-fiction horreur, parce que c'est une espèce de thriller psychologique, mais qui va vraiment aborder des thèmes plus effrayants, mais qui plonge en fait le lecteur ou la lectrice dans les mécanismes de l'esprit humain. Bien, parlons-en à Amniotique, qui est sorti au mois d'août dernier. Oui, il est tout frais. Il est tout frais, il est encore chaud. Hein? Oui, bien, Amniotique, en fait, moi, j'aime dire que c'est un labyrinthe cognitif. Donc, ce qui se passe, c'est Thomas, qui est le personnage principal. Thomas, lui, c'est un artiste qui souhaite écrire et compléter une pièce de théâtre. Lui, c'est ce qu'il veut faire, mais il repousse, il n'est pas capable de compléter son projet. Il prend une année sabbatique de l'université pour s'investir, mais il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas capable d'écrire sa pièce. Puis il tombe dans une espèce de spirale d'angoisse, puis il fait de l'anxiété sociale, puis il y a vraiment beaucoup de choses à travailler sur lui-même. Il y a un événement qui arrive au début, l'élément déclencheur, qui fait que ça le secoue vraiment beaucoup. Et il n'est pas capable de penser à autre chose. Et il y a un des amis à sa copine qui lui dit qu'il a eu recours à l'hypnose pour gérer sa propre angoisse. Donc Thomas, il dit « Ah, ben tu sais, je ne pourrais rien essayer. » Donc il va à la clinique de cette fameuse place à hypnose. Et le fondement de l'histoire, c'est ça, c'est que c'est un nouveau traitement expérimental qui prend l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, qui mettent ça dans une espèce de casque d'immersion totale. Puis le concept, c'est que tu as des peurs, tu as des angoisses, on va te les faire vivre physiquement, entre guillemets. Fait que le concept, c'est que à travers le livre, tu suis Thomas à travers ses différents traitements. Et ce qui se passe, comment sa réalité est tordue par la suite, à savoir, tu sais, mais là, tu te poses des questions, tu te dis ce que je lis, en fait, est-ce qu'il le vit pour vrai, est-ce qu'il le vit pas pour vrai? Puis on se promène dans ces questionnements-là. C'est un roman qui se lit rapidement. C'est pas très grand, mais 200 pages, il est quand même fascinant parce qu'il est auto-édité. Oui. Alors, parle-moi donc un peu de l'auto-édition. Que l'auto-édition, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toi qui fais tout. À moins que tu t'engages des gens pour t'aider dans le processus, si vraiment tu es seul puis tu t'auto-édites, le concept, c'est que tu fais absolument tout. Tu crées ton livre, tu crées ton modèle, tu fais la correction, la mise en page. Une fois que ça c'est fait, tu arrives sur l'outil Amazon pour créer ta couverture, créer mettant dans le fond ton modèle entre guillemets de distribution, parce que c'est toi qui fais le prix, qui fait la date de publication, c'est vraiment 100% à toi après. Tu l'envoies à Amazon puis il l'imprime, c'est tout. J'ai la chance d'avoir certaines personnes de confiance qui aiment lire et me donner leurs commentaires. Puis c'est tout à des commentaires hyper pertinents qui me permettent de bonifier mon texte. Mais je prends tout le temps de distance avec mes projets une fois qu'ils sont terminés. Une distance minimum d'1 mois, 2 mois. Question d'après revenir avec un œil plus frais. Puis je vois tout le temps des choses différentes. Là, je vais relire, je vais réécrire. J'ai généralement 3 phases de réécriture avant de me dire « OK, mon texte est intéressant, je vais le faire lire. » Puis après ça, on va commencer les runs de correction. Aux éditions L'Apothéose, ça, c'est une maison d'édition lanaudoise, donc c'est ça. Avec eux, tu travailles depuis quand même un bon bout de temps. Et là, on sort du lot du roman et on s'en va dans le livre-jeu. Mais pas que le livre-jeu avec une planche, des dés. Là, ça vient d'où, là, tout ça? Là? Parce que je comprends que tu es un passionné de jeu. D'abord, mais là, le déclic de faire les deux, il est venu quand? Il est venu au moment, puis là, justement, peut-être 3 ans, j'ai sorti mes vieux livres dont vous êtes les héros. J'avais tellement de fun. Dans ma tête, il y avait cet élément de plaisir-là que j'ai retrouvé à refaire mes vieux livres-jeux. Et de l'autre côté, je travaillais à différents projets. Il y a quelque chose qui est tout le temps resté, c'est que le 3e roman de l'Ange gardien, dans ce livre-là, on explore les enfers. Donc, tant qu'à aller en enfer, c'est ça. Aussi bien l'explorer, faire la map des enfers. Oui, c'est exactement ça. En fait, le purgatoire de mon livre-jeu, c'est l'environnement que j'ai créé dans ma première trilogie que j'ai pas assez exploité à mon goût. Puis je me suis dit, hey, j'ai tellement trippé à refaire mes livres-jeux, et si j'essayais d'en créer un. Et là, évidemment, mon modèle de base est inspiré des bons vieux livres de tu fais des choix. Ensuite, tu as des pièges, tu utilises des dés pour combattre des monstres. Et plus je progressais dans l'écriture, plus je voyais le potentiel de vraiment que ce soit plus large. C'est des arbres de possibilités, c'est des puzzles. C'est vraiment ça. Hein? C'est pas juste d'écrire le texte, c'est de tester
tous les numéros, Ouais. les embranchements, une fois que c'est mélangé, pour s'assurer que tout fonctionne, parce qu'une erreur peut briser le jeu au complet. On a aussi la partie illustration. J'ai mon illustratrice qui fait les dessins, que là, moi, je partage des textes, ça me fait les dessins, on travaille ensemble, ensuite, on les plug dans la maquette. Fait, tu sais, on n'est pas juste une tête dans le projet, il y a plusieurs personnes impliquées. Mais je dirais que c'est un an et demi d'investissement pour l'écriture de celui-là. Puis là, il y en a un autre qui s'en vient. Et il y en a un autre qui s'en vient qui va être tellement cool. Tu disais travailler avec une illustratrice. Est-ce que tu lui donnes carte blanche ou est-ce que tu y vas avec un peu d'inspiration? Comment ça fonctionne pour travailler? Je te dirais, honnêtement, à part lui donner des extraits de ce que j'avais en tête, mettons des scènes ou quoi que ce soit, à part lui donner ce contenu-là pour qu'elle puisse s'inspirer, le reste, c'est carte blanche. L'illustratrice qui a fait la couverture du Purgatoire, c'est Virginie Juteau, qui est une illustratrice incroyable. C'est elle également qui va faire L'Île oubliée, qui est mon prochain série destin, qui va faire les autres séries destins. En fait, on travaille ensemble sur ce projet-là. Pour les autres romans, donc Un conte de feu, Lunaire, puis Amiotique, c'est le frère à ma copine, Louis Gabriel, qui est un peintre incroyable. J'adore ce qu'il fait. Il partage de temps en temps des peintures qu'il fait. Puis ces 3 images-là, en fait, c'est des peintures qu'il a fait hors contexte. Puis je trouvais que ça représentait en plus tellement, c'est un addon, là. C'est tellement important pour moi de faire affaire avec des artistes, comme pour le visuel de mes livres, puis j'en parle souvent, puis dans mes publications, je vais tout le temps mettre de l'avant les artistes qui travaillent avec moi pour les livres. Parce que, comme tu le sais, on est dans un ère qu'il y a l'intelligence artificielle qui existe maintenant. Il y a beaucoup... écoute, chacun fait comme qu'il préfère, mais j'en vois passer beaucoup des livres qui sont auto-édités ou publiés avec des éditeurs qui, les couvertures, c'est de l'intelligence artificielle, puis ça se voit, ça se reconnaît. C'est une facilité, c'est une voie facile, selon moi, mais je trouve tellement important je trouve qu'il faut entre artistes, il faut qu'on se tienne. Je trouve que c'est super important. On encourage beaucoup le livre québécois. Il faut qu'on parle plus de nos illustrateurs et de nos illustratrices également. Ouais. C'est quelque chose que je trouve qui manque. Puis pour moi, je vais toujours faire affaire avec des gens pour mes projets. Vous pouvez rencontrer Olivier Croteau dans différents salons du livre et pour vous procurer ses livres dans toute bonne librairie, sauf, encore une fois, pour 2 livres que vous trouverez sur Amazon. C'est tout pour cette semaine à Les Arts. Vous pouvez voir toute notre programmation sur le tvrm.ca ou encore sur YouTube à tvrm.tv. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.